Auditeurs et téléspectateurs des médias partenaires de Studio Kalangu, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève et ce, avec des confrères des médias de Niamey. 3 sujets au menu de notre émission, tournée diplomatique du Premier ministre de transition Ali Mohamed Lamine Zen dans 4 pays, à savoir la Russie, la Serbie, la Turquie et l'Iran. Quelle retombée? Analyse à suivre dans un instant. Attaque meurtrière jeudi 11 janvier 2024 au poste de contrôle de l'escadron de sécurité routière et d'escorte de la gendarmerie de Laoudou à 17 km de Niamey sur la route de Saya. Bilan, 3 civils tués et 7 autres blessés. Enfin, Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024, toutes les équipes ont joué leur premier match. Le point sur la première journée dans cette émission, la CAN se déroule jusqu'au 11 février 2024. Pour débattre de ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Mme Maimouna Diado et les journalistes indépendantes, Arimi Ousseini Issa, journaliste indépendant également, et Arimi Abba, journaliste à la radio alternative. Je suis Nafis Adam Sirfo à la modération. Merci de nous recevoir chez vous pour ce numéro du Forum de la presse de ce vendredi 19 janvier 2024. Nous le disions en titre, le Premier ministre nigérien Ali Mohamed Zen a entrepris cette semaine une tournée diplomatique. Il a commencé son voyage le lundi 15 janvier par Moscou. Ali Mohamed Zen voyage vise un renforcement des relations Niger-Russie, nous apprend le journal gouvernemental Sahel dimanche. Alors, premier tour de table avec vous, Maimouna Diado. Quelle autre information détenez-vous au sujet de cette visite de travail du PM en Russie? La visite de travail du Premier ministre Lamine Zen, Premier ministre nigérien Lamine Zen en Russie, c'est dans le cadre justement de la coopération entre le Niger et la Russie. Et 2 points où si je puisse m'attarder, il y a quelques points. Lesquels? Qui vont être discutés dans le cadre toujours de cette coopération. C'est comment est-ce que, en termes de sécurité, comment est-ce qu'aujourd'hui la Russie peut appuyer le Niger. Et il y a également cette question économique, d'échange, en tout cas économique, entre le Niger et la Russie. Et il y a comment est-ce qu'aujourd'hui également la Russie peut soutenir le Niger sur le plan de l'agriculture, sur le plan comment investir, comment moderniser notre agriculture pour qu'on puisse être autosuffisant. Justement, au stade actuel aujourd'hui, comment vous analysez les rapports ou bien la coopération Niger-Russie? La coopération Niger-Russie, moi je fais une analyse qu'aujourd'hui c'est le Niger a trop tardé même. En ne faisant pas donc le Niger a trop tardé en ne fortifiant pas donc cette coopération, et je pense que donc c'est bien réfléchi pour cette coopération avec la Russie, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas aussi compter sur la Russie en termes de sécurité, en termes de développement d'un pays. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la Russie fait partie des pays, en tout cas, qui arrivent à se distinguer en termes surtout, comme je l'ai dit, de développement et en termes de sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils détiennent le monopole même de la sécurité, le monopole, que ce soit en formation, que ce soit le matériel adéquat, que ce soit beaucoup de choses qu'aujourd'hui, nous, les pays qui sont en face de cette sécurité sont en train de chercher. Donc, c'est un pays qu'il faut compter avec, c'est une grande puissance. La Russie fait partie des grandes puissances et je pense que c'est avec une grande puissance aussi qu'on pourrait arriver, en tout cas, à mettre fin certainement donc à cette insécurité. La Russie donc est une grande puissance et c'est une coopération bien réfléchie entre le Niger et ce pays. Mais vous, Arimi, dans quel domaine la Russie peut bien appuyer le Niger aujourd'hui? Dans plusieurs domaines. Il ne faut pas oublier que la Russie, c'est quand même l'émanation de l'URSS, n'est-ce pas? Et depuis du temps de l'URSS, il y avait une collaboration,
comme on appelle, une relation diplomatique très heureuse d'ailleurs entre le Niger et l'URSS. Après, après les années 90, le recul, le démantèlement, je dirais, de l'URSS et tout, et ce qui est devenu la Russie, malheureusement, depuis un certain temps, à tort ou à raison, le comportement de la Russie, les capacités de la Russie ont été ramenées carrément au plan militaire. Et même malgré tout, y compris d'ailleurs avec le régime déchu, n'est-ce pas, il y avait une relation déjà au moins de formation et d'achat d'armement. On a vu des traces d'entreprises russes et tout dans les affaires de MDN et tout. Mais aussi, on a nos avions, ce sont des avions qui viennent de la Russie et tout. Avant ça, donc toujours du point du temps du CMS et tout, les relations, y compris culturelles, il y en avait entre la Russie et le Niger. Voilà. Et aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, le monde entier s'est rendu compte que ce n'est pas qu'une puissance militaire, c'est aussi une puissance agricole, n'est-ce pas, qui peut aider le Niger au plan vraiment de l'agriculture, notamment en matière de céréales de première nécessité, mais aussi en matière d'engrais et de mécanisation de notre agriculture. Tout ça, ça se discute. Pour quelles raisons? Ce n'est pas du gratuit qu'on va nous donner, on va aller leur proposer. Voilà, c'est à quoi on s'attend de notre part. Et donc, c'est dire que maintenant, aujourd'hui, dès qu'on parle de la Russie, on parle aussi de Wagner. Est-ce que c'est Wagner que le Premier ministre est allé chercher en Russie ou pas? Toujours est-il qu'il faut constater que c'est la relation avec la Russie. Mais Wagner, sans vous couper la parole, Wagner n'a pas bonne image ou bien bonne... Mais écoutez, ça c'est de la politique interne qu'il s'agit. Si les Nigériens veulent, ils peuvent aller le chercher. Les Maliens l'ont fait. Les Burkinabés avec lesquels nous sommes à côté ne l'ont pas fait. Mais les relations militaires entre les deux sont assumées, ainsi que les militaires, les relations économiques. D'ailleurs, on a bien entendu dire qu'une centrale nucléaire, n'est-ce pas, civile, sera construite. Nous sommes producteurs, l'un des premiers producteurs au monde du producteur d'uranium, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas négocier quelque chose comme ça pour que vraiment on soit une véritable puissance sous-régionale en matière d'énergie? Parce que nous avons le soleil, oui, mais l'uranium, c'est encore la source vraiment maîtrisée de production d'électricité. Donc vraiment... Mais au niveau mondial, il existe une politique de dénucléarisation. Écoutez, ce n'est pas vrai parce que le coût de l'uranium est en train de monter, n'est-ce pas, avec ce qu'on connaît. Et puis, l'uranium est moins polluant que les sources fossiles qu'on connaît, notamment le carburant, même si on en est encore producteur. Et donc, la Russie, il ne faut pas se le cacher, c'est aussi un des plus grands pollueurs de ce monde, notamment avec le charbon même. Et donc, s'ils peuvent nous construire, nous, on est partants. J'espère que notre gouvernement ne peut qu'accepter une telle proposition. Parce que notre sous-développement est aussi en grande partie dû à la non-maîtrise des sources énergétiques. Donc, c'est vraiment, nous avons tout à gagner. Maintenant, on sait que certains de nos partenaires, notamment les grandes puissances, ne veulent pas des relations militaires ou civiles avec la Russie. D'accord. Quand le Mali avait annoncé l'arrivée des Russes, certains sont partis. Mais je crois qu'ils ont mis de l'eau dans leur vin. Ce n'est pas le cas aujourd'hui avec nous. D'accord. Donc, c'est une coopération positive selon vos deux prédécesseurs. M. Ousseini Issa, vous êtes journaliste indépendant. Aujourd'hui, quel peut être l'apport de cette coopération pour le développement du Niger? Il y a toujours une coopération entre la Russie et le Niger. Il y a beaucoup de Nigériens qui ont été formés en Union soviétique. Moi, j'ai personnellement un cousin, plus beaucoup d'autres personnes, y compris l'ancien gouverneur Hamidoula. Ils ont tous été formés en Union soviétique. Ils sont nombreux, alors, oui. C'était une formation, et c'était une formation vraiment très, comment on va dire, non seulement théorique, mais également pratique. Le problème de l'Union soviétique a commencé quand il y a eu l'éclatement, n'est-ce pas? Et c'était, quel éclatement? L'éclatement, à partir de 88, comment ça s'appelle, avec Gorbatchev.
on a considéré la Russie, voilà, tout ça, parce que l'Ukraine aujourd'hui faisait partie de la Russie, c'était tout ces... Voilà. Alors, on s'est trouvé dans une situation où les puissances occidentales ont considéré que tous ceux qui sont avec eux ne devaient pas être composés avec la Russie. Aujourd'hui, on s'est retrouvé dans une situation où, n'est-ce pas, on n'a pas, en tout cas, d'autres alternatives. Quand ces mêmes puissances occidentales considèrent que, parce qu'il y a eu un événement interne de renversement de régime, il faut mettre ce pays-là à genoux. Mais pendant que de l'autre côté, des gens sont prêts à nous accueillir. C'est tout à fait normal qu'on se retourne vers eux. Et moi, je pense que c'est une bonne idée que de renouer et de relancer de manière durable ces formes de coopération-là. Parce que c'est des coopérations pas pour piller. Mais pour... Gagnant-gagnant. Je ne dis pas qu'ils sont aussi... Qu'est-ce que la Russie a à gagner aujourd'hui venant du Niger? La Russie a d'abord à gagner en partenariat. Parce que la Russie est isolée quelque part dans le monde. On cherche à l'isoler. Les pays occidentaux cherchent à isoler la Russie. Le fait de composer avec des pays comme le Niger, en tout cas les pays du Sahel, là, c'est un positionnement stratégique pour la Russie d'être au Sahel, n'est-ce pas? C'était inimaginable il y a 6 mois ou 7 mois qu'on puisse dire qu'il y a une délégation qui va aller peut-être dans d'autres domaines économiques, mais ce n'est pas approfondi. Aujourd'hui, on a les mains libres pour aller négocier des choses intéressantes. Et l'avantage avec ces pays, c'est que c'est des pays qui sont sur le plan de l'industrialisation, ils sont très développés. Et sur le plan des investissements qu'ils peuvent faire, ils ne sont pas calculateurs comme les Occidentaux. Si on développe des politiques dans ce domaine-là, ils sont capables de mécaniser notre agriculture. Arimi l'a dit, Maïmouna l'a dit. Oui. Ils sont capables de nous créer des sources d'énergie et de former nos cadres pour que les sociétés, comment vais-je dire, et les unités de production industrielle qui vont être mises en place, que ce soit des Nigériens, que ce ne soit pas des gens qui vont venir d'ailleurs. Ils vont former, assurer la formation pour perfectionner les gens qu'ils ont formés. Et c'est ça l'avantage. Et c'est en cela que j'ai dit. Parce que, vous voyez, tous ces pays-là, l'Inde a été colonisée par les Anglais. Aujourd'hui, l'Inde est une puissance, n'est-ce pas? Parce que tout simplement, la forme de colonisation que l'Inde a connue, ce n'est pas quand les Indiens sont, les Anglais sont partis. Les Indiens, ils ont quand même eu la possibilité de décider de quel type de politique ils vont mener. Mais Hussein, aujourd'hui, en gros, qu'est-ce que le Niger pourrait gagner avec la Russie qu'on n'a pas gagné avec les Occidentaux? Beaucoup de choses. Comme quoi? Beaucoup de choses. Parce que pour moi, le développement, ce n'est pas ces histoires d'aide au développement. N'est-ce pas? Parce qu'avec les Occidentaux, c'est le plus souvent ça. Aide budgétaire, crise, il y a quelque chose comme ça, on amène un peu de fonds, on vous donne, on oriente vos politiques, on décide à votre place comment l'éducation doit se faire, on décide à votre place comment la santé doit être gérée, on décide à votre place comment les gens doivent se comporter avec la Russie. D'accord. Moi, je pense que ces choses-là, nos politiques, nous allons les décider nous-mêmes. Nous allons discuter avec eux, voir dans quelle mesure ils peuvent nous accompagner à mettre en place ces politiques-là. Donc, en gros, c'est une coopération gagnant-gagnant, comme vous le disiez. Et après Moscou, Hussein, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen se rendra en Serbie, en Turquie et en Iran. Quelles peuvent être les retombées pour le pays également? C'est un peu la même chose. Quand tu regardes ces pays, je vais prendre rapidement l'exemple de l'Iran. Quand tu prends, l'Iran, c'est un pays développé, n'est-ce pas? Je ne prends pas le cas de la Serbie, qui est un peu l'Europe du Nord, l'Europe de l'Est plutôt, excuse-moi. Mais moi, je vais prendre concrètement tous ces pays-là. Quand je suis en train de dire, c'est des pays qui sont autodéveloppés. L'Iran, la Turquie. La Turquie, tout ça. Tout ça, c'est des pays, on fabrique des véhicules en Turquie, on fabrique tout en Turquie. Alors, en Iran, on fabrique des véhicules. Alors, est-ce que nous sommes à un niveau où on doit être
maintenus dans une situation où on ne peut rien fabriquer. Quand on ne développe pas l'industrie, on ne peut pas se développer. Donc le Niger alors qu'on gagnera... a toutes les ressources pour mettre en place, on a tout à gagner. Armi, vous vouliez dire? Non, je voulais dire qu'avec la Turquie, l'Iran, d'abord, culturellement, on est assez proches parce que c'était quand même des pays à dominance musulmane. Mais aussi au plan de l'éducation, beaucoup d'étudiants nigériens ont étudié, en fait, des Nigériens ont étudié en Iran, mais aussi actuellement, la Turquie accueille beaucoup, offre des bourses. En fait, ils ne font pas qu'accueillir. Alors que du côté de notre ancien partenaire, aujourd'hui, même l'accès pour aller étudier, ça devient un problème. Mais aussi, ce n'est pas l'ancien régime qui va nous démentir qu'au plan économique, la Turquie a tout à offrir, n'est-ce pas, au vu des réalisations de l'aéroport de Niamey, des hôtels qui sont là et tout, et des routes qui sont en train d'être construites. Beaucoup d'entreprises interviennent là-bas. Et les Iraniens, dans la guerre que nous menons contre le terrorisme, aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui fournissent beaucoup de drones, même à la Russie, à plus forte raison. Donc, nous aussi, on peut apprendre les Serbes, du point de vue ne serait-ce que de l'aviation, n'est-ce pas? On a beaucoup de pays dans le monde entier utilisent des... Merci. Et voilà. Vous, Maïmouna, rapidement, que pensez-vous vraiment de ce que le Niger pourrait gagner vraiment de ces trois pays? Ce que je voudrais dire déjà, Arimi l'a dit, et c'est que tout simplement, aujourd'hui, ces pays-là qui seront visités par le Premier ministre, et sa délégation. Vraiment, ces pays n'ont pas été choisis au hasard. C'est parce que ce sont des pays qui ont un potentiel, en tout cas développement, peuvent apporter beaucoup de choses pour le Niger. Nous avons de quoi, en tout cas, fortifier nos relations et on a de quoi quand même moderniser ou industrialiser nos entreprises. Comment est-ce qu'il faut aujourd'hui, en termes de formation, former des Nigériens pour que ces Nigériens aujourd'hui soient capables, non pas capables quand il y aura peut-être une machine en panne, pouvoir arranger ça sans pouvoir la transporter pour aller dans un autre pays. Donc on a tout à gagner, vraiment, et alors, ça sera une coopération gagnant-gagnant. Merci donc pour vos analyses sur ce premier sujet. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie du forum de la presse de ce vendredi. Deuxième sujet, le jeudi 11 janvier 2024, des hommes armés non identifiés ont attaqué le poste de contrôle de l'escadron de sécurité routière et d'escorte de la gendarmerie de Laoudou sur la route de Saya. Le bilan officiel de cette attaque est de 3 civils tués, 7 autres blessés, dont 2 gendarmes et 2 véhicules civils emportés. Notez que cette attaque est intervenue dans une localité située à 17 km au sud de Niamey. Arimi Abba, une attaque aux portes de Niamey, doit-on craindre des menaces sur la capitale? Sincèrement, c'est ça la sécurité, il n'y a pas de petite insécurité. Certes, d'aucuns disent que c'est parce qu'on n'est pas très informé, sinon que les attaques se poursuivent un peu partout dans la zone dans la région de Tillabéri, notamment aux abords de Terra et autres. Mais ça vient confirmer vraiment cette attaque de Laoudou. À 17 km, d'aucuns même disent 13 km. Oui. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'ils ont pu emporter des véhicules. Deux véhicules. Voilà. Et militaires. Donc, c'est tout à fait inquiétant. Et je pense que on doit faire, en fait, nos FDS doivent faire un peu plus attention. Certainement, ce n'est pas faute d'avoir dormi. Mais comme on l'a dit, c'est une guerre un peu asymétrique, n'est-ce pas? Souvent, on ne sait pas d'où est-ce que des assaillants sortent. Ils viennent parfois à pied ou à cheval. Surtout et s'en vont aux portes d'une capitale. D'une capitale comme Niamey. Donc, il faut vraiment renforcer de vigilance, à mon avis, parce que ça, on a beau dire que ça va, mais quand il y a une attaque à 12, 13, 14 km de Niamey, c'est tout à fait inquiétant. Maintenant, il faut... C'est cette zone-là, dans tous les cas, je crois que on se rappelle de l'attaque déjà toujours de Versailles, du village qui a suscité... Une attaque récente, attaque récente chez les orpailleurs, là.
Et Tamou. Oui. Tamou, c'est aussi non loin de Niamey, en fait, c'est à côté de Saï aussi. Et donc, il faut vraiment... Parce que c'est une zone compliquée, c'est une des exutoires de la zone des trois frontières. Mais quand même, les forces de défense sont présentes dans cette zone. Mais écoutez, Malgré c'est des enfants, oui. c'est des gens qui ne manquent pas de courage, mais aussi, c'est des actions d'éclat. Il faut venir faire montrer à la face du monde que ça ne va pas. Parce que attaquer, dans la brousse de Terra, souvent ce n'est pas entendu et peut-être ce n'est pas vu. Et donc ils se disent que les gens vont le négliger parce qu'ils font aussi un travail de communication. Il ne faut pas. Ils sont venus défier nos FDS jusqu'à la porte de Niamey. Et ça, c'est vraiment de leur côté, pour ceux qui les soutiennent et tout, une action vraiment importante qu'ils viennent de mener. Justement, selon une source sécuritaire, les assaillants même seraient se déplacer à bord des véhicules de transport en commun, à savoir des Ilus. Alors, Hussein Issa, comment vous analysez vraiment ce nouveau mode opératoire de ces hommes armés? Mais quand on dit une guerre asymétrique, on ne peut jamais connaître l'ennemi. Oui. C'est une nouvelle tactique. Moi, c'est ça la symétrie. C'est-à-dire, je ne peux pas savoir exactement qui c'est l'ennemi. Et comment il va s'en prendre. Comment il va s'en prendre? Quel est son mode opératoire? C'est ça la difficulté de pouvoir gérer ce genre de conflit-là. Moi, souvent, j'ai fait des reproches au niveau surtout des postes de contrôle, où tu as l'impression que les gens se sentent en sécurité. Vous venez, vous arrêtez, et on vient, on contrôle, et puis les gens passent comme ça. On ne prend même pas grand soin de vérifier en profondeur. Il y a un manque de vigilance, donc selon Oui, mais non, c'est une baisse de vigilance, je vais dire. Les gens, c'est quand il y a des situations comme ça que les gens reprennent. Mais dès qu'il y a une accalmie, il y a une baisse de vigilance. Et c'est ça qui est dangereux en termes de guerre asymétrique. Parce que véritablement, l'ennemi, quand il vient, peut-être il a déjà étudié le terrain, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand on dit Ilux, est-ce que c'est des véhicules de transport passagers véritablement? C'est la question qu'il faut se poser. Quand on dit que les assaillants même étaient sous des bâches, n'est-ce pas? Ils ont franchi le poste. Ils ont fait une centaine de mètres, ils sont retournés sur leurs traces. Selon vous, donc, il n'y a pas eu de contrôle. Quelque part, je me pose des questions autour de ça. Parce que je me dis, il faut être suspect dans ces zones-là. Ce n'est pas la première fois. Il y a eu le cas de Bougoum, à 18 km sur la route de Torodi. Je ne sais plus si c'était en 2021 ou 2022, n'est-ce pas? Où il y a eu un gendarme tué, ou je ne sais plus, un gendarme et plusieurs blessés. Alors, quand il y a des choses comme ça, moi je n'exclus pas que ces djihadistes-là qui aient même des cellules dormantes à Niamey. Moi je n'exclus pas ça. Je n'exclus pas. Parce que les FDS donc doivent en tirer le son. C'est pas que les FDS, y compris les populations, doivent s'activer. En tout cas, quand vous voyez le suspect, il dit ça. Créer les conditions pour que ceux qui dénoncent aussi soient sécurisés. C'est aussi un autre défi. Parce que souvent, les gens, surtout dans les villages, pendant une longue période, quand on dit que des chefs de village ont quitté leur village, des imams ont quitté leur village. Mais une coopération civilo-militaire est nécessaire dans ce cas aussi. Mais justement, mais le problème c'est que ces mêmes individus-là, ces djihadistes ou ces bandits armés-là, ils ont des informateurs dans les villages. Moi, personnellement, dans cette zone-là, il y a des gens qui m'ont dit, des gens que j'ai interrogés, quand l'armée vient dans une localité pour chercher de l'eau, ou pour causer, on va demander chez l'imam, on va demander chez le chef de village. Mais pendant que, en tant que chef de village, vous êtes obligé de collaborer. En tant qu'imam, vous êtes obligé. Mais dès que ils s'en vont, on ne sait plus qui est qui. Les djihadistes sont informés. Quand ils sont arrivés, c'est un tel, ils sont allés voir. Le lendemain ou le même jour, le soir, quand ils savent que les forces de défense sont partis, ils reviennent. Et ils vont directement chez toi. Mais comment résoudre ce problème? C'est un problème très complexe. Parce que moi, j'ai dit, on a toujours dit sous l'ancien régime qu'ils viennent d'ailleurs. Ils viennent de nulle part, ils sont sur notre sol. N'est-ce pas? Moi, j'ai dit, il faut faire des vastes ratissages. Ratissage, ratissage, parce que je ne peux pas comprendre. Une zone où on a décrété l'interdiction de circulation de motos depuis pratiquement 2017.
où on dit que les motos ne circulent pas. Qu'on se retrouve avec 50 motos, 100 motos, des cohortes de 100 motos. Alors on se pose des questions. Mais à la date d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas eu d'opération de ratissage. Mais il y a eu des opérations, il y a eu des opérations de ratissage. Mais c'est des opérations ponctuelles. Moi, j'ai dit, il faut faire il faut maintenir, il faut faire ces opérations de manière, vraiment de manière régulière. Et de l'autre côté, il ne faut pas perdre de vue aussi que c'est des gens. D'accord. Ils opèrent avec des engins explosifs improvisés. Et ça fait que c'est une zone totalement, dangereuse. C'est ce qu'on disait, une vigilance doit être de mise. La vigilance doit être mise. Mais Mouna, à votre avis, est-ce qu'une collaboration interrégionale pourrait-elle prévenir des attaques ultérieures au poste de la capitale? Mais bien sûr. Oui. Bien sûr que c'est une coopération qui peut, en tout cas, si c'est bien réussi, si c'est bien réfléchi, ça peut mettre un terme à cette situation. Mais maintenant, moi, là où je voudrais surtout mettre l'accent, c'est vraiment le renforcement en termes de ressources humaines au niveau de nos postes de contrôle. Oui, les forces de défense. Des forces de défense et de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends la zone, tu arrives à un poste de contrôle, tu vas te retrouver avec moins de 10 militaires positionnés, peut-être a priori. En tout cas, ce que moi j'ai vu, ça ne dépasse pas 5 ou 6 militaires que tu vois devant toi. Donc, il y a nécessité de renforcer nos postes de contrôle par les ressources humaines. Et quand je dis les ressources humaines, il faut réfléchir parce que dans chaque ressource humaine, il y a quand même une capacité de technicité qui est allouée à chacun, à chacun d'eux. Donc, et surtout, contrôler les véhicules. Contrôler, c'est très important. Parce que moi j'ai l'habitude de voyager parce que c'est ma zone. Il y a des fois, dans la voiture de transport en commun, des gens, quand vous arrivez au niveau poste de contrôle, il y a ceux qui restent dans la voiture qui ne descendent pas. Qui ne descendent pas, et c'est pas bon. Parce que là, tout le monde doit descendre. Tout le monde doit passer. Nos forces de défense doivent redoubler de vigilance. Parce que j'ai constaté ça. J'ai constaté qu'il y a des gens qui ne descendent pas pour aller présenter leurs pièces. Alors que tout le monde doit descendre nécessairement parce que la voiture doit quitter vite pour aller prendre les passagers devant. Donc, ça permettrait de contrôler. Parce que quelqu'un qui veut s'en prendre, on ne sait jamais d'où l'ennemi sort. Ceux qui restent dans le véhicule aussi doivent être contrôlés. Donc, il y a des gens qui payent de l'argent pour sans se faire contrôler également. Il y a toute cette situation. Mais vraiment, il faut redoubler de vigilance. Parce que là, j'ai comme l'impression qu'en fait, c'est une bande que les terroristes suivent pour aller jusque vers Djeladjo. C'est la brousse. Donc, c'est bien bon de venir de ce côté pour pouvoir apeurer la population. Alors, parce que c'est une zone. Tu peux quitter de Harobanda pour aller jusque dans mon village là-bas, à Dalo, qui est situé à 45 km à Versailles. Tu n'auras pas de problème. Mais maintenant, avec cette psychose, ça veut dire qu'il faut installer une psychose au sein de Niamey, tout près de Niamey, pour que les voies, parce que c'est vraiment... À tout un chacun, donc, de redoubler de vigilance. Vous, Arimi, aujourd'hui, comment vraiment améliorer même la relation entre civils et militaires pour lutter efficacement contre cette En fait, c'est très complexe. Il a toujours été dit, oui, c'est les civils qu'on protège, mais les civils, normalement, c'est une qualité. C'est-à-dire, c'est un des acteurs qui doit normalement être en dehors de tout. Il ne doit pas être informateur et il ne doit pas collaborer avec qui que ce soit parce qu'une collaboration qui est détectée, tout de suite, la personne devient aussi une cible. Donc, pour éviter de l'amalgame, normalement, c'est les renseignements qui doivent faire correctement leur travail. Bon, c'est aussi complexe que ça parce qu'on a dit que c'est une guerre asymétrique et ce sont généralement des enfants du terroir qui sont impliqués, mais aussi pour plusieurs raisons. Là,
on nous fait savoir que c'est des terroristes, que c'est pour des raisons religieuses, mais et qui ont des familles aussi. Voilà, mais c'est souvent au-delà de ces considérations. Il y a des considérations sociales, d'ordre économique et tout qui rentrent en ligne de mire. Et donc vraiment, normalement, nos FDS, de sensibilisation s'imposent également. Ça s'impose nécessairement. Il faut sensibiliser la population, il faut sensibiliser les jeunes de ne pas aller, mais offrir aussi des alternatives aux jeunes, des perspectives aux jeunes. Parce que un jeune... perspectives de travail. De travail, par exemple, d'autonomie au plan économique, n'est-ce pas? Mais aussi de compréhension, donc de formation. Il faut vraiment... Il y a aussi la question de la cohésion sociale. Comment la renforcer également? Justement, comment la renforcer. Tout ça, c'est de la sensibilisation. Et donc, vraiment, c'est beaucoup de choses à faire pour, en faveur des jeunes, mais des actions militaires, mais pas que. Pas que, parce que, bon, l'ancien régime, Bazoum a avoué avoir négocié avec les terroristes et tout, on sait ce que ça lui a valu, mais ce n'est pas des pistes à exclure non plus. Il faut parler quand c'est des enfants du terroir. Hein? Même s'ils laissent les armes, c'est vers nous qu'ils vont revenir encore. La vigilance doit être de mise. Alors nous clôturons la deuxième partie du forum de la presse sur ces mots. Restez avec nous, cap sur la Coupe d'Afrique des Nations dans les prochaines secondes. Du sport donc pour terminer et bien évidemment c'est la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire depuis le 13 janvier jusqu'au 11 février 2024. La première journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique s'est tenue le mercredi 17 janvier 2024. 2 matchs ont clôturé la première journée. Sans surprise, le Maroc a battu la Tanzanie par 3-0. Score de parité entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Toutes les équipes ont livré des premiers matchs. Alors, je me tourne vers vous, Arimi, le sportif de la team, si je peux le dire. Alors, comment vous appréciez cette CAN 2024 ? Bon, à mon sens, il n'y a pas énormément de surprises. Hein. La CAN, les premiers matchs des groupes, n'est-ce pas? La première journée des groupes, c'est généralement un peu morose. Ce n'est pas très riche en buts. Oui. Cette fois, d'ailleurs, il y a eu 2 buts, n'est-ce pas? On sait que la Côte d'Ivoire a marqué 2 buts, le Maroc a marqué 3 buts, le Burkina a marqué... C'est déjà pas mal. Je trouve que c'est une CAN plus ou moins prolifique comparée même aux CAN passées. Maintenant, est-ce que il y aura un intrus dans le cercle très fermé les prochaines compétitions? Voilà, je ne crois pas non plus. Je vois des équipes qui essaient d'émerger. Bon, le Burkina, on ne peut plus les considérer par exemple comme une petite équipe parce qu'en une dizaine de participations, ils ont déjà joué voilà, jusqu'en finale sans pour autant l'emporter. Le Mali aussi, depuis la CAN passée, ils étaient parmi les favoris. Mais les super favoris, on les a vus hier. C'est certainement le Maroc, mais aussi le Sénégal, tenant de titre, et le pays organisateur. Et tout de suite, ils sont normalement en train de jouer normalement contre le Nigeria. S'ils passent... C'est le deuxième match. Donc, s'ils passent ce cap, cette étape-là, peut-être qu'eux aussi, ils vont aller loin. Mais il y a des imprévus de la CAN et qui ont le plus grand nombre de CAN remportés. C'est l'Égypte, c'est le Cameroun. Et l'Algérie est là. Personne n'en parle. Ils peuvent surprendre tout le monde parce que leur équipe est intacte pratiquement. Et c'est l'un des mondialistes malheureux, vraiment, qui n'ont pas pu se qualifier à cause du Cameroun. Mais on sait qu'ils ont une des meilleures équipes du continent. Alors, donc, c'est comme on le dit, le ballon est rond pour tout le monde et la pelouse est verte pour tout le monde. Alors, il ne faut pas s'attendre à une surprise. Maïmouna Diado, malgré l'absence du Niger à cette CAN, 2 pays de l'Alliance des États du Sahel s'imposent. Il s'agit du Burkina qui s'est imposé face à la Mauritanie par 1-0 et le Mali qui a battu l'Afrique du Sud sur un score de 2-0. Qu'est-ce qui vous impressionne? Quelles sont vos analyses? Mais
On fait partie de, justement, Nafisa, nous sommes aussi dans la compétition. Parce que deux pays représentent le Niger. Hein. Donc, on ne peut que leur souhaiter, en tout cas, bon vent. Et j'ai vraiment aimé la performance de ces deux équipes-là. Et vraiment, s'il y a des surprises, il faut s'attendre donc à beaucoup de surprises venant de ces deux pays-là. Ils ont vraiment, ces deux pays sont en train de représenter le Sahel, représenter l'AES vraiment. Et tout le monde, en tout cas ici au Niger, sont derrière ces deux pays-là. Bon vent et que la coupe, pourquoi pas, revienne soit au Mali ou le Burkina Faso. Alors, c'est le souhait. Depuis 2015, si je ne me trompe pas, l'équipe senior du Niger ne s'est pas qualifiée aux phases finales. 2013, c'est ça, aux compétitions continentales et mondiales de football. Selon vous, pourquoi, Ousseini? Parce que ça ne va pas, c'est tout. Mais pourquoi? Non, mais c'est parce que tout simplement... Pourquoi ça ne marche pas donc au Niger? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que le foot est devenu un business local, n'est-ce pas? Pourquoi je dis que c'est devenu un business local? On ne fait pas des investissements. Parce que le foot, moi je m'intéressais beaucoup au foot dans les années 80. À l'époque, il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Mais les gens jouaient avec le cœur. J'ai connu les Djagundi, les Acha, les Lawandidi, les Acha, tout ça. Donc vous voulez dire que les joueurs même ne sont pas motivés aujourd'hui? Comme l'argent est rentré en pagaille dedans là, les gens ont compris qu'on peut gagner de l'argent dedans. On ne met pas la bonne volonté. Quand il s'agit, je parle sous le contrôle de Harimé, parce que voilà. Mais quand je vois tout ça, quand je vois un peu une fédération qui est là, quand je vois un peu comment les sélections se font, souvent j'ai eu dit comment on a sélectionné un tel, comment on a sélectionné un tel. Quand je vois qu'il n'y a pas de suivi, il y a juste au moment où il y a des compétitions en vue, on regroupe les joueurs, on les met au vert pendant un moment. Il n'y a pas. Quand il s'agit de faire la sélection, il y a beaucoup de potentialités même à l'intérieur du pays. À l'époque, on détectait des potentiels qualités qu'on intégrait. Aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est une équipe et il y en a qui sont complètement rouillés. Et on les maintient. La faute à qui? Au gouvernement? Mais la faute d'abord à la FENIFOOT, à la fédération. Oui. Mais bien évidemment, c'est un problème de politique. Quand la politique fait défaut en matière de gestion, ce n'est pas seulement dans le foot, dans tout domaine, quand les bonnes politiques publiques ne sont pas mises en œuvre. La politique sportive ou bien globale? Quand je dis en matière de football, qu'est-ce qu'il faut faire? S'asseoir, se demander. On ne peut pas se lever un matin parce qu'on dit, comment dirais-je, il y a les compétitions, les éliminatoires. Mais on se lève, on dit, on met en place, on fait 2 matchs, on nous renvoie à la maison. On ne se pose même pas la question, pourquoi ça s'est passé comme ça? Est-ce qu'on peut continuer comme ça? À l'époque là, notre équipe, le MENA était créé. Même par la Côte d'Ivoire, avec les. Comment il s'appelle dans les années 2010, 2011, alors, oui. Non, je parle des années jusqu'à. Oui. Voilà. Alors, aujourd'hui, on se retrouve. Il n'y a pas. Le Burkina était loin derrière nous à l'époque. Très loin derrière nous. Mais Mouna, si ça ne marche pas au niveau de l'équipe senior masculine, on sait que le Niger aussi a une équipe féminine de football. Quel avenir aujourd'hui? Le fils, tu me poses une question où ma réponse là, c'est que si ça ne marche pas avec les hommes, déjà ça ne marche pas avec les femmes aussi. Mais il faut penser à changer là. Non, il faut penser. Non, c'est vrai, il faut penser à changer. Ça peut, oui. On peut avec, si on arrive à épauler ces femmes-là, en leur donnant plus de formation, en leur donnant plus de formation technique, en leur montrant qu'elles peuvent réussir là où les hommes aussi ont échoué. Mais on a un exemple, l'équipe féminine des États-Unis gagne des compétitions que même l'équipe masculine ne gagne pas aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit si aujourd'hui il y a la volonté pour ces femmes-là, ces jeunes filles-là, d'aller loin dans ce qu'elles ont choisi de faire, si elles arrivent à être épaulées et elles peuvent démontrer qu'elles peuvent faire mieux que, en tout cas, nos équipes, l'équipe nationale masculine. Alors, c'est un souhait aussi. Revenons sur cette CAN. Vous, Ousseini, quelles sont les équipes qui figurent sur votre liste des favoris aujourd'hui pour cette CAN?
En tout cas, dans la liste des favoris, moi, je n'exclus pas les Maliens, je n'exclus pas d'abord prioritairement les Maliens et les Burkinabés. Un pays de l'AES. Ouais, non, mais ce n'est pas une affaire de l'AES. Non, c'est karma, c'est des bons joueurs. J'ai observé les 2 matchs, j'ai vu comment ils sont capables de se déployer sur un terrain. Et ils n'ont plus de complexe, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai vu le Maroc aussi qui a joué hier contre la Tanzanie. J'ai vu un peu la capacité, c'est une équipe encore avec laquelle il faut compter, n'est-ce pas? Maintenant, pour ceux qui sont des pays qui ont l'habitude de remporter, je n'ai pas vu le match du Sénégal dans la première journée. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne peux pas me prononcer. La Côte d'Ivoire et le Nigeria, peut-être j'aurai la chance de voir. Mais pour l'instant, ce que j'ai observé par rapport à ces matchs-là, je suis convaincu qu'on va compter avec l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, juste, ils vont faire un bon chemin, un bon bout de parcours dans cette CAN-là. Alors vous, Arimi, quels sont vos pronostics? Maintenant, bon, il y a les pronostics, mais aussi il y a le risque que des grands se neutralisent. Bon, je n'ai pas fait ce travail, mais il faut voir les 2 mondialistes, c'est-à-dire le Maroc, le Sénégal, n'est-ce pas, et les 2 de l'AES, comme Maimouna aime à le dire, le Burkina Faso, le Mali. Mais la CAN, souvent, c'est une affaire d'initiés. Et les pays qui ont le plus grand nombre de CAN remportés, c'est le Cameroun, l'Égypte et le Ghana. Le Ghana, on les a vus, je pense qu'ils n'iront pas jusqu'en finale. J'ose le dire, hein, c'est bien possible en matière de CAN. Mais le Cameroun, c'est des gens qui surprennent beaucoup et avec à leur tête Samuel Eto'o. Ils peuvent faire la différence. Donc vraiment, un dernier carré, Sénégal, Maroc, Burkina Faso, Mali, c'est possible à mon sens. Et vous-même là, vous regardez la CAN, vous avez des équipes favorites vous aussi, à part l'AES, les pays de l'AES? Oui, bon, je vois le Maroc, je vois un peu également la Côte d'Ivoire, hein. C'est un pays aussi qu'il ne faut pas exclure, hein, parce qu'ils peuvent faire des merveilles aussi. Attendant de voir ce que ça va donner aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Il y a également le Cameroun, hein. Je n'exclus pas aussi ce pays-là, en tout cas. En tout cas, mes favoris se retrouvent en Afrique de l'Ouest. Alors, bonne chance donc et bonne poursuite de ces compétitions qui se poursuivent. Des petites nations qui deviennent des grandes nations. Effectivement. Alors, oui. C'est rare en CAN les petites nations qui intègrent le Sénégal. Difficilement, vous avez vu. Et avec quel travail au niveau des jeunes sont parvenus. Et aujourd'hui, ils caracolent pratiquement au sommet du football continental. Et un seul pays a organisé la CAN et l'a remporté, c'est l'Égypte. Et est-ce que vous pensez que le Sénégal peut faire un doublé aujourd'hui? C'est possible parce que jusque-là, ils ont remporté toutes les compétitions en matière de football chez les jeunes et chez les seniors. Je ne vois pas pourquoi pas le Sénégal. Ils peuvent aller en finale. Il faut faire plaisir aussi à notre invité, hein, le RDC. Là. Le RDC, je les ai vus hier. Oui. C'est une bonne équipe, mais assez moyenne comparée au tout. Il faut espérer aussi. Il faut espérer. Il faut espérer. La réalité du terrain est tout autre, à mon avis, pour cette fois. J'ai bien vu Bakambu. Il est en pleine forme, même s'il a été remplacé avant la fin du match. Mais oui, ils ont une très belle équipe. Rapidement, un dernier mot sur cette CAN. Moi, la CAN, je pense que ça devient une compétition internationale, c'est-à-dire au plan mondial aujourd'hui. On parle de pratiquement 170 pays qui se sont fait représenter au sein de cette compétition-là. Et ça remet un peu en cause ma théorie selon laquelle quand on organise une compétition comme la CAN pour des pays comme le Niger, ça peut être une perte sèche parce qu'après on n'aura pas à exploiter les installations et tout. Mais je me rends compte, rien qu'en matière de tourisme, c'est que la Côte d'Ivoire va remporter, va gagner, parce que c'est 1 million de déplacés, 1 million de visiteurs pour la Côte d'Ivoire. Rapidement, oui, merci. Voilà, merci. Alors,
Merci, chers invités. Nous étions en compagnie donc de Maimouna Diado, journaliste indépendante, Ousseini Issa, journaliste indépendant également, et Arimi Abba, journaliste à la radio alternative. Auditeurs et téléspectateurs, c'est la fin donc de ce forum de la presse. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas le rendez-vous des jeunes samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios partenaires avec l'actu des jeunes suivi de Tous à la Fada. Et à partir de 18h15, vous suivrez les forums en Hausa et Zarma. Retrouvez toutes nos émissions sur www.studiokalangu.org. La technique est assurée par Amina Hassan. À la régie vidéo, nous avons Mustafa Ayuba. Je suis Nafis Adam Sirfo à la modération. Très bon week-end à tous, à vendredi prochain. Au revoir.